Le football est né en Angleterre, sa terre d'adoption est le Brésil, mais là où la passion se vit le plus, c'est sûrement en Argentine. Et quand on pense au football argentin, on pense forcément à Boca Juniors. C'est le club le plus populaire du pays et les ambiances folles de la Bombonera font souvent le tour du monde. Mais connaissez-vous réellement l'un des clubs les plus mythiques de l'histoire du football? Football Day vous propose aujourd'hui de retracer les grandes heures du club de Boca Juniors. Au programme aujourd'hui, la Bombonera et ses ambiances de folie, Juan Román Riquelme, Diego Maradona, des super classicos chauds bouillants et même des bagarres. Vamos le générique! C'est dans le quartier populaire de la Boca, au sud-est de Buenos Aires, que débute l'histoire du club Atlético Boca Juniors en 1905. Esteban Baglietto, Alfredo Scarpati, Santiago Sana et les frères Teodoro et Juan Antonio Farenga, des immigrés italiens de Gênes qui peuplent le quartier, décident d'occuper leur temps libre avec le football. C'est donc tout logiquement qu'est fondé le club Atlético Boca Juniors. Le terme Juniors complète le nom du club et fait écho aux racines britanniques du football. Sans le savoir, ils étaient en train de créer le plus grand club d'Argentine, celui qui deviendrait un plaisir pour la foule et aussi un géant mondial. Aujourd'hui, le club de la capitale argentine est le plus populaire du pays. Environ 40% des fans de football dans le pays soutiennent le club du quartier de la Boca. Avec 206 000 membres, il est l'une des plus grandes associations footballistiques dans le monde. De nombreuses stars ont enfilé le célèbre maillot bleu et jaune tout au long de son histoire. Boca représente plus d'une cinquantaine de titres. 34 championnats, 6 Copa Libertadores ou encore 3 coupes intercontinentales, mais ce qui caractérise le club, c'est la passion qui l'entoure. Esteban Baglietto devient le premier président. Très rapidement, le premier surnom des joueurs tombe. Ils seront connus comme les Xeneises, ce qui signifie en ligurien « génois ». Boca avait déjà un nom, un terrain sur lequel jouaient une poignée d'immigrants italiens qui poussaient avec passion, mais il lui manquait une couleur pour l'identifier. Pour le choix des couleurs du maillot, ça n'a pas été une tâche facile. Après 2 ans, une décision a été prise. 2 ans après la création du club, Juan Triqueto, membre du CA de Boca Juniors et salarié au port de la Boca, voit arriver un immense navire suédois, le Drottning Sofia. Fasciné, il découvre le drapeau suédois et court à la rencontre de ses partenaires et leur propose d'adopter l'or et le bleu foncé comme nouvelle couleur du club. Le changement est accepté et les nouveaux maillots sont commandés. Le 21 avril 1905, le club l'emporte sur le terrain de l'Independiente Sud en battant Mariano Moreno 4-0 lors du tout premier match de son histoire. Le 13 avril 1913, Boca dispute son tout premier match en première division contre Estudiantil Porteño avec une victoire 4-1 et le premier Super Classico est également arrivé. Commençons par les termes. The Observer classe à la première place le Super Classico dans les 50 événements à voir avant de mourir, tandis que The Sun le place à la première place des événements les plus intenses au monde. Mais c'est quoi le Super Classico et surtout comment est née cette rivalité? Bon, faisons un peu d'histoire. Boca et River partageaient un quartier, une origine et une rivalité qui ont grandi avec les premières années de la compétition jusqu'à ce qu'ils deviennent le classique des classiques en Argentine et l'un des spectacles les plus attrayants du football mondial, surtout s'il se joue à la Bombonera. Le quartier de la Boca est un quartier mouvementé au 19e siècle qui est témoin de plusieurs rébellions et de grandes grèves, ce qui mènera à une indépendance vis-à-vis de l'Argentine. Le quartier portuaire voit un club se créer le 25 mai, le jour de mon anniversaire, en 1905, River Plate. Seulement après quelques mois, un autre club est né dans ce quartier de la Boca, le Boca Juniors, et une rivalité autour du quartier va rapidement naître. Le premier affrontement officiel de cette rivalité était en 1913, sur le terrain du Racing où le River remportèrent le premier match 2-1. Très rapidement, la rivalité entre les deux publics s'enflamme et provoque une bagarre générale entre supporters, mais aussi entre joueurs sur le terrain. Malheureusement ou non, cet affrontement a fait naître ce légendaire Super Classico. Par la suite, les deux clubs prennent un chemin totalement différent. River Plate change de quartier et s'installe dans le quartier de Núñez, quartier assez riche, et les joueurs se font désormais appeler les Millonarios. Contraste important car cela va faire naître une rivalité riche contre classe populaire. Un vrai choc des classes aura lieu à chaque confrontation. 1931 a lieu le tout premier Super Classico professionnel, match mouvementé suite à l'ouverture du score des Xeneises et 3 contestations de joueurs de River qui se feront tous les 3 expulsés du match, et les coéquipiers de ces derniers décidèrent de quitter la pelouse
et le match se termine donc à la 26e minute. Le match retour voit Boca infliger une raclée 3-0 à ses rivaux qui se proclament équipe du quartier. Chaque Super Classico nous offre des ambiances incroyables mais aussi une tension à son paroxysme visible sur le terrain ou en tribune. Faisons un bond en 1968 au moment d'un drame. Faisons passer ce match sacré en match tragique. River reçoit son ennemi de toujours au Monumental à guichet fermé et se solde par un 0-0. À la fin du match, sans aucune raison, la porte 12 qui mène à la route où sont les supporters de Boca est fermée et avec un mouvement de panique, les supporters sont pris comme dans un entonnoir humain qui va piéger plus de 200 supporters. 150 sont blessés et 71 perdent la vie dans un des moments les plus tragiques de l'histoire du football. Aucun coupable est nommé et cela alimentera encore plus la haine envers les deux clubs et les supporters et donne une dimension encore plus que sportive. Depuis cette tragédie, l'ambiance et la tension se fait énormément ressentir sur le terrain, dépassant très souvent le cadre sportif, ce qui rend cet affrontement historique. L'exemple le plus frais est le Super Classico de mai qui sera remporté par River Plate dans les ultimes secondes mais sera surtout marqué par une bagarre générale et 6 cartons rouges. Aujourd'hui, Boca Juniors domine confortablement les statistiques avec 91 victoires pour 85 matchs nuls et 85 victoires des joueurs de River Plate. Fort de son succès immédiat, la ferveur est de plus en plus grande autour du club de Buenos Aires qui inaugure le 25 mai, c'est encore mon anniversaire, 1940 son nouveau stade, La Boca, que l'on surnommera ensuite la Bombonera. Si le stade est surnommé la Bombonera, la boîte de bonbons, c'est bien pour une raison. Et celle-ci ne pourra que vous étonner. La femme de l'architecte désigné comme une responsable du stade a offert à ce dernier une boîte de bonbons en forme de dé en référence au plan du stade qu'il dessinait. Ainsi, le surnom est resté la Bombonera. La Bombonera, de son vrai nom l'Estadio Alberto José Armando, a été construite à l'endroit d'une ancienne usine de fabrication de briques produit avec du crottin de cheval. C'est de là qu'est venu le surnom de Bosteros, que l'on pourrait traduire en français par bouseux et donné par les rivaux aux Boquenses. Elle a d'abord compté 2 étages de gradins, puis un 3e niveau a été ajouté en 1953. Sa particularité réside également sur sa tribune latérale composée de loges et balcons, Los Palcos, et qui donne un aspect inachevé au stade. La réputation de la Bombonera dépasse les frontières de l'Argentine. Son ambiance est connue partout dans le monde et suscite le respect des supporters de tous horizons. Beaucoup de joueurs adverses confient être impressionnés par l'atmosphère qui y règne. Cette ambiance tient avant tout de la passion des hinchas de Boca Juniors qui remplissent les stades chaque semaine et se déplacent en nombre pour soutenir leur club dans les bons comme dans les mauvais moments. On a par exemple vu des milliers de hinchas aller au Japon pour les coupes intercontinentales et 15 000 Xeneises soutenir Boca Juniors à Barcelone au Camp Nou pour le trophée Gamper. Reprenons là où on s'était arrêté avant cette petite parenthèse sur la Bombonera. La montée en puissance du club est telle que le club passe par des années de domination totale du championnat argentin. Une domination qui a débuté en 1931, l'année où le club a remporté son tout premier championnat argentin professionnel. Sous la houlette de Mario Fortunato, 3 joueurs se sont démarqués. Le duo d'attaque explosif, Varallo-Chero, et le tout premier buteur de l'ère professionnelle de Boca, Florentino Vargas. Un duo d'attaque qui est devenu l'année d'après un trio d'attaquants mortels avec l'ajout de Delfín Benítez Cáceres, auteur de 107 buts et toujours l'actuel meilleur buteur étranger du club. 1934 et 1935 seront les premières années d'un back-to-back en championnat. Les années 40 sont paradoxales, car Boca est champion en 1940, 43 et 1944, mais en 1949, ils échappent à 2 doigts de la 2e division argentine suite au mouvement de grève des joueurs de Boca, mais seront sauvés grâce à une victoire en match d'appui. La star de l'époque est Ernesto Lazzati, joueur clé des titres des années 40. Bon, faisons un bond de 30 ans. Boca Juniors va connaître ses premiers moments marquants en Copa Libertadores dans les années 70, sous l'égide de Toto Lorenzo. Depuis sa défaite en 1962 en finale face à Santos du Roi Pelé, des clubs argentins comme le Racing Club, Estudiantes 3 fois et l'Independiente 6 fois ont remporté la compétition. Boca doit absolument la remporter aussi afin d'affirmer son statut de plus grand club argentin. L'occasion se présente en 1977 face au club brésilien de Cruzeiro, un an après l'échec au même stade et face au même adversaire du rival River Plate. L'occasion est trop belle pour Boca qui va s'imposer 1-0 au match aller,
puis perdent sur le même score au match retour. Un troisième match est organisé mais terminera sur le score de 0-0. La gloire se jouera au tir au but que les Argentins remporteront 5-4 grâce à un ultime arrêt de Hugo Gatti, spécialiste de l'exercice et véritable légende du club. Ça y est, Boca est enfin sur le toit de l'Amérique du Sud, ce qui à l'approche de la Coupe du Monde 1978 en Argentine ne plaît pas vraiment. La Bombonera n'accueillera aucun match de la compétition et aucun joueur de Boca n'est sélectionné avec l'Albiceleste. L'origine populaire du club semble être la raison de ce boycott entraîné par le gouvernement. Qu'à cela ne tienne, Boca réagira sur le terrain et entamera l'une des plus grandes périodes de son histoire en infligeant une claque au Borussia Mönchengladbach pour remporter la Coupe intercontinentale, puis une nouvelle Copa Libertadores toujours en 1978, cette fois-ci face au Deportivo Cali. Le club ne connaîtra pas la même réussite l'année d'après avec une défaite en finale face au club paraguayen, Club Olimpia. Les années 80 sont marquées par l'arrivée de Diego Armando Maradona en 1981. Il a alors terminé meilleur buteur du championnat les 2 années précédentes sous les couleurs de son club formateur, les Argentinos Juniors. Il permettra au club de la Boca de remporter son 15e championnat en 1981 puis s'envolera pour la Catalogne et le FC Barcelone. El Pibe de Oro reviendra à Boca en idole de tout un pays de 1995 à 1997. Le stade lui rendra d'ailleurs un hommage magnifique suite à son décès en illuminant sa loge dédiée dans la nuit noire de Buenos Aires. Après le départ de Diego Maradona, le milieu des années 80 est plus que compliqué pour le club qui frôle la faillite en 1986, l'année où l'Argentine remporte sa 2e Coupe du Monde. Dans les années 90, les succès reviendront et ça marquera la fin des difficultés pour le club. Après la pluie vient le beau temps et 1998 sera le début d'une période dorée pour le club, sans doute la plus belle page de l'histoire du club, avec l'arrivée de Carlos Bianchi comme entraîneur. Il est choisi par Maurizio Macri, l'ancien président du pays, étant président du club en 1996. Avec lui, le club connaîtra une série de 40 matchs sans défaite. Ils remporteront le championnat 1998 et 1999 et il qualifiera les siens pour la Copa Libertadores en 2000. Le parcours sera exceptionnel avec des matchs et des ambiances incroyables et une victoire au tir au but face à Palmeiras en finale. Bianchi s'appuie grandement sur le centre de formation du club en lançant notamment les jeunes joueurs comme Juan Román Riquelme, les jumeaux Barros, Schelotto et Hugo Ibarra. S'en suivra une victoire mémorable face au grand Real Madrid au Japon en Coupe intercontinentale 2-1 avec un doublé d'El Loco, Palermo. Puis, Carlos Bianchi s'en va, lui qui a redoré le blason du club de Buenos Aires, décide de quitter le club suite à un désaccord avec le président Maurizio Macri. Ce dernier décidera de signer Naohiro Takahara, le premier joueur japonais de l'histoire du championnat argentin, afin de conquérir de nouveaux sponsors et le marché asiatique. Bianchi désapprouve cette arrivée et quitte le club en disant « Le football, ce n'est pas du commerce, et un club, ce n'est pas un magasin. Personne ne me dictera mes choix, surtout pour faire n'importe quoi. » Le mythique sélectionneur de l'Uruguay, Oscar Tabarez, prendra sa succession sans réel succès avant que Bianchi décide de reprendre du service en 2003. Il lancera alors le tout jeune Carlos Tevez et permettra au club à nouveau de remporter la Copa Libertadores puis la Coupe intercontinentale face au grand Milan AC. Après avoir fêté son centenaire en avril 2005 et remporté le championnat 2005-2006 avec Alfio Basile comme entraîneur, le club gagne sa 6e Libertadores en 2007 avec les retours en Europe de Palermo et Riquelme. C'est la 6e du club, ce qui fait de lui le 2e club avec le plus de Libertadores juste derrière Independiente et ses 7 succès, surtout amassés entre les années 1964 et 1975. Cette période dorée est marquée par de nombreux joueurs devenus des idoles de Boca, Riquelme, Palermo, Battaglia, Schiavi, Serna, Guillermo, Burdisso, Abondanzieri, Tevez et tant d'autres. Fait marquant sur l'un de cette liste, Martin El Loco Palermo, le meilleur buteur de l'histoire du club, a marqué son 100e but lors d'un Colón Boca alors qu'il souffrait d'une rupture des ligaments croisés. Oui, vous avez bien compris, il était blessé et n'est pas sorti de suite. Il a marqué puis est enfin sorti, restant éloigné des terrains pendant 6 mois et fera son retour en Libertadores en marquant face à River. Quelle histoire! Un autre de cette liste mériterait une vidéo tout entière pour expliquer l'amour et la passion qu'il a donné à ce club est l'Ultimo Diez,
Juan Román Riquelme. Tout n'est qu'élégance dans le jeu de Román, toucher de balle, coup de pied arrêté, gestes techniques, passes, but. Au moment de sa retraite, les supporters ont élu Juan Román Riquelme comme l'idole numéro 1 du club, devant des Diego Maradona, Guillermo Barros Schelotto, Hugo Palermo ou encore Carlos Tevez. C'est un truc de fou. On ne fait pas l'affront de vous présenter Riquelme, mais sachez qu'il a disputé 388 matchs pour 92 buts et 9 trophées, dont les Copa Libertadores 2000 et 2001, sortant le club de la crise. On vous conseille d'aller voir son récent jubilé pour comprendre l'amour que porte le club pour El Último Diez. Si nous pouvions citer encore deux autres gros noms qui ont marqué l'histoire de ce club, nous pouvions citer Guillermo Barros Schelotto, contemporain de Riquelme et Palermo, qui ont aussi marqué l'histoire du club, ou encore El Flaco Schiavi, illustre défenseur des années 2000, sans oublier l'Apache Carlitos Tevez. On peut aussi citer Roberto Muzzo, joueur le plus capé du club, Natalo Pescia, première véritable idole des supporters. Une tribune porte d'ailleurs son nom, c'est là où se trouvent les supporters les plus dévoués, qui se définissent comme le 12, l'expression la plus véritable du 12e homme. Silvio Marzolini est lui, celui qui a disputé le plus de Super Classico face à River avec 29 confrontations. Lui, comme beaucoup d'autres, a disputé toute sa carrière à Boca Juniors. C'est une véritable constante chez les joueurs argentins jouant au club. Soit ils jouent toute leur carrière dans ce club, soit ils décident par amour de faire une dernière pige dans le club, comme l'a fait Carlos Tevez, Diego Maradona ou Juan Román Riquelme. C'était le meilleur pour terminer cette phrase. Depuis, Boca n'a plus connu de crise majeure et se maintient comme étant le club argentin le plus connu du monde, bien que ça soit bien River Plate qui compte le plus de championnats argentins avec 37 titres, soit 2 de plus que Boca. Le club domine toujours autant le championnat argentin en remportant par exemple l'édition 2022 avant de remporter 4 éditions entre 2015 et 2020. La 17 pour une nouvelle Copa Libertadores commence néanmoins à se faire longue malgré 2 finales en 2012 et 2018. Le club reste encore aujourd'hui l'un des plus mythiques de la culture foot, notamment en Argentine où ses derbys face à River font souvent le tour du monde. Boca fournit encore quelques talents argentins à la sélection et aux plus grands clubs européens, même si la nouvelle idole du club se fait attendre. Vous l'aurez compris, Boca Juniors est un club à part dans l'histoire du football, grand par ses succès sportifs, mais surtout par l'aura que dégagent les supporters et la Bombonera au moment des matchs. On raconte même qu'aller voir un match à la Bombonera est nocif pour notre santé. Évidemment, Boca ce n'est pas qu'un stade, mais aussi des joueurs magnifiques passés par le club qui nous ont fait tous rêver. Petit fait intéressant, les étoiles sur le logo de Boca Juniors représentent en réalité chacune une grande victoire historique du club. Au début, il y en avait 9 et aujourd'hui 5 ans. Voilà, on espère que la vidéo vous a appris des choses sur l'histoire de l'un des plus grands clubs de la planète. Car oui, le football ne se limite pas qu'à l'Europe. Il est important de rendre hommage à ces clubs tout aussi grands que l'élite européenne. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et dites-nous en commentaire si vous avez des idées d'autres clubs à traiter. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner. Ciao l'équipe.